el estar con ustedes y un privilegio tener en este templo de la libertad a este personaje universal, maravilloso, que es el señor Thierry Meyssan, Premio Internacional de Periodismo. Vamos a dar inicio a esta conferencia extraordinaria y magistral. Van a escuchar ustedes cosas que realmente no imaginamos, ya que los medios de comunicación nos tienen en un espacio totalmente ajeno a lo que es el acontecer de las cosas, a lo que es el interés general. Y precisamente hace unos minutos el maestro Jorge Santa Cruz, directivo de esta casa, platicaba con el gran periodista, Premio Internacional de Periodismo, Thierry Meyssan, sobre algunos personajes de la vida actual. Ya verán ustedes todo lo que vamos a escuchar, y yo agradezco también a compañeros periodistas, amigos de la casa que también quieren participar. Vamos a tener diferentes puntos de encuentro, de preguntas, y sobre todo vamos a escuchar a este personaje universal maravilloso, Thierry Meyssan. Un gusto, un placer, bienvenido. C'est un mouvement qui est conduit par le peuple et qui vise à changer la structure de la société. Donc une révolution, ça ne se fait pas en une journée, ça demande des années. Una revolución es un proceso, un movimiento popular que busca transformar la sociedad. Eso implica que una revolución no es un proceso que va a durar, que se va a hacer de un día para otro. En général, dans une révolution, on renverse le chef d'État qui se trouvait là et qui incarne le système que l'on veut changer. En general, una revolución empieza por el derrocamiento del jefe de Estado, del dictador que estaba ahí en el poder. Pourtant, dans absolument aucun des mouvements que l'on appelle révolution au Proche-Orient, dans aucun de ces mouvements, le peuple n'a renversé le gouvernement. Sin embargo, en ninguno de esos movimientos que hemos visto en la región, en ninguno hubo un derrocamiento del dictador por parte del pueblo. En Tunisie, où ça a commencé, le président est parti parce que les États-Unis lui ont dit « vous devriez partir en voyage le temps que ça se calme ». En el caso de Túnez, el presidente que estaba en el poder en ese momento se fue porque los estadounidenses le dijeron mejor vete de viaje un rato mientras que la situación se calme. En Égypte, c'est un ambassadeur spécial des États-Unis qui est arrivé et qui a dit au président Moubarak « vous devez partir ». En el caso de Egipto, fue un embajador especial estadounidense que llegó en el país para decir al presidente ahora se tiene que ir. Dans tous ces pays, ces révolutions ont duré au maximum quelques mois. En cada uno de esos países, esos procesos revolucionarios duraron a lo mucho unos pocos meses. On n'a rien changé dans ces sociétés, absolument rien. No se ha cambiado absolutamente nada en esas sociedades. Non, ce qu'on a changé, c'est les gens qui étaient au pouvoir, mais ça, c'est pas une révolution. Lo que se cambió fue la clase gobernante, pero eso no es una revolución. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que la décision des États-Unis de remodeler le Proche-Orient, c'est-à-dire de changer toutes les frontières, de diviser les États, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des petits États, dont aucun n'ait plus de 10 millions d'habitants. Cette décision a été officiellement actée par le gouvernement des États-Unis le 15 septembre 2001. Esa decisión estadounidense de remodelar por completo el cercano oriente, cuando digo remodelar por completo, digo realmente remodelar por completo, es decir, que quieren acabar con las fronteras existentes, con los estados existentes
es partir los estados grandes de tal manera que no exista más que pequeños estados de 10 millones de habitantes. Pues esa decisión fue tomada de manera oficial el 15 de septiembre del 2001. C'est-à-dire 4 jours après les attentats que l'on connaît. Un document de l'armée de terre des États-Unis, de cette date-là, indique que pour remodeler cette région, il faudra déplacer des populations et certainement exterminer certaines ethnies. Ce document, c'est dans la revue de l'armée de terre des États-Unis. Ce document explique que, oui, ça va être beaucoup de sang qui va être versé, mais ça va marcher. À la fin, on aura les frontières qu'on veut et on pourra facilement dominer ces petits États. El 15 de septiembre del 2001, obviamente son 4 días apenas después de los atentados que todos sabemos. Y esa fecha, bueno, ¿por qué esa fecha? Porque en esa fecha se salió un documento del ejército estadounidense que habla de precisamente cómo remodelar la región y que dice, entre otras cosas, que para conseguir esta remodelación se tendrá que seguramente desplazar ciertas poblaciones e incluso eliminar ciertas etnias. Entonces, y sigue desarrollando el hecho de que, bueno, va a ser sangriente todo el proceso, pero al final de cuentas obtendremos el resultado que queremos, obtendremos una región que podemos controlar. À ce moment-là, les États-Unis ne pensaient agir que par la guerre. Donc ils avaient déterminé une liste de 7 pays qu'ils contrôlaient moins bien dans cette région et qu'ils voulaient détruire prioritairement par la guerre. Cependant, les cartes de l'état-major des États-Unis montrent que, par la suite, le projet devait se développer et que l'on devait également détruire les États alliés des États-Unis. En primer lugar, los estadounidenses establecieron una lista de 7 países que eran los países menos dóciles, que eran los países que primero querían destruir. Sin embargo, si consultamos los mapas que fueron publicando después, nos damos cuenta de que había un plan no solamente de destruir esos 7 países, pero también de ir destruyendo los propios países aliados de Estados Unidos en la región. La guerre contre l'Irak avait été précédée d'une autre guerre quelques années auparavant, mais dès le mois de février 2001, c'est-à-dire avant les attentats, dès le mois de février 2001, le vice-président Dick Cheney a négocié l'installation de bases militaires des États-Unis en Asie centrale pour assurer le transport des armes qui seraient nécessaires contre l'Irak. La guerra de Irak también fue decidida antes, fue decidida desde el mes de febrero del 2001, cuando el vicepresidente estadounidense Dick Cheney ya había estado implementando bases militares en Asia Central y ya había estado organizando el transporte del material militar necesario desde esas bases de Asia Central para el ataque de Irak. Je ne crois donc pas du tout qu'il y ait un moindre rapport entre ces deux guerres et les attentats du 11 septembre. La conclusión es que no existe ningún tipo de relación entre esas dos guerras y los ataques del 11 de septiembre. La Syrie, au contraire, a décidé de résister et, en conséquence, les États-Unis lui ont officiellement déclaré la guerre en décembre 2003, c'est ce qu'on appelle le Syrian Accountability Act. Al contrario, el gobierno sirio decidió resistir y por eso Estados Unidos le declaró oficialmente la guerra en el año 2003 mediante a través del Syrian Accountability Act, es decir, como la ley de responsabilización de Siria, que fue promulgada en ese entonces, en 2003. Si vous voulez, quand on dit que la Syrie n'est pas attaquée aujourd'hui, que les États-Unis sont pour rien, les États-Unis ont déclaré la guerre en 2003 et la guerre a effectivement commencé en 2011. Donc il y a 8 ans d'écart.
et c'est bien les États-Unis qui ont déclaré la guerre. Cuando se dice que hoy día los Estados Unidos no tienen nada que ver con la situación en Siria, no es cierto. La declaración de guerra fue hecha en el 2013, tardaron 8 años en hacerse efectiva, pero la guerra de hoy es la consecuencia de lo que fue decidido en 2013. En 2005, les États-Unis ont organisé l'assassinat d'un ancien Premier ministre libanais, Rafik Hariri, parce que depuis la guerre civile au Liban, c'était l'armée syrienne qui assurait la paix au Liban. L'armée syrienne s'était déployée à la demande de la communauté internationale. Elle n'a pas envahi le Liban. Elle a été appelée. Elle a maintenu la paix là-bas. Et en tuant Rafik Hariri, il y avait toute une opération qui a été planifiée pour provoquer des manifestations dans le pays, rendre l'armée syrienne responsable de ce meurtre et justifier une intervention des Marines qui étaient déjà avec leurs bateaux au large de Beyrouth. En 2005, los mismos Estados Unidos complotaron el asesinato de un ex primer ministro libanés, Rafik Hariri. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque en el Líbano era el ejército sirio el que garantizaba la paz. Y no porque el ejército sirio hubiera invadido el país, sino que fue una solicitud de la comunidad internacional que intervino Siria en el Líbano. Entonces, al asesinar a ese primer ministro, pues se desencadenó una serie de eventos, unas manifestaciones, las cuales tuvieron como consecuencia de acusar a los sirios de haber asesinado a ese primer ministro y provocar la salida de los sirios del país. Les Nations Unies ont créé une commission d'enquête. Alors pourquoi? Je ne sais pas. On pensait que le Liban n'était pas capable de savoir ce qui se passait. Alors, on a créé une commission d'enquête qui a immédiatement accusé le président du Liban et le président de la Syrie d'avoir comploté ensemble pour assassiner Rafik Hariri. Y ahí se creó una misión de investigación en Naciones Unidas, no sabemos mucho por qué, como si el Líbano no supieran investigar por ellos mismos, pero se creó una tal comisión de Naciones Unidas, la cual inmediatamente acusó tanto al presidente libanés como al presidente sirio de haber complotado para asesinar a Rafik Hariri. On a créé un tribunal pénal international exclusivement pour juger le président Émile Laoud et le président Bachar el-Assad, puis on a dit qu'on l'étendrait à éventuellement d'autres criminels. Se creó una corte penal internacional cuya única función era precisamente de juzgar a esos dos presidentes por el supuesto asesinato. Y luego se dijo que se podía extender el mandato de esa corte para acusar a más criminales. En fait, toute l'accusation s'est effondrée quand on a découvert qu'elle était basée sur de faux témoignages qui avaient été rémunérés par un des oncles, en fait, du président syrien. Oui, qui vit en exil. Oui. Y bueno, toda la acusación se derrumbó cuando se dieron cuenta de que estaba basada en falsos testimonios que habían sido comprados por un tío del presidente sirio, un tío que vive en exilio, que es un oponente político al presidente. Mais l'ONU avait arrêté au passage les 4 principaux généraux qui, autour du président Émile Laoud, assuraient la sécurité du Liban. Et ces généraux sont restés en prison, détenus par les Nations Unies, sur la base de faux témoignages, alors que l'on savait que c'était des faux témoignages, on les a gardés en prison. Sin embargo, Naciones Unidas consiguió encarcelar a 4 generales, 4 de los generales que más cercanos eran al presidente, y a pesar de que se comprobó de que las acusaciones eran falsas, pues consiguieron que esos 4 generales siguieran encarcelados. Donc à ce moment-là, on a demandé aux Israéliens d'attaquer le Liban, puisqu'il fallait créer la guerre. Donc les Israéliens ont attaqué le Hezbollah au Liban.
por eso se solicitó a Israel que atacaran al Líbano, así precisamente que se atacara al Hezbollah, porque precisamente había que crear esa situación de crisis. Donc, comme les généraux étaient en prison, c'était quand même assez facile d'attaquer le pays, et normalement, le Liban aurait dû être écrasé en quelques jours. Bueno, ya que había 4 de los principales generales que estaban encarcelados, pues creía que no iba a ser muy complicado atacar a ese país, que era una cuestión de días para vencerlo. Bon, là, il y a toujours des choses dans l'histoire qui ne se passent pas comme on les a planifiées. Et il se trouve que un tout petit groupe de résistants libanais, membres du Hezbollah, a réussi, ce sont quelques centaines de combattants qui ont réussi à mettre en déroute l'armée ultra sophistiquée d'Israël. Y bueno, como suele suceder con la historia, las cosas no suceden como eran previstas. En ese caso, pues un pequeño grupo de resistentes libaneses, resistentes del Hezbollah, hablamos de unos cientos de combatientes no más, lograron vencer al todopoderoso ejército israelí. C'est vraiment un cas très intéressant de victoire de l'homme sur la machine. Es un caso realmente muy interesante de victoria del ser humano sobre las máquinas. Bon, enfin, on a constamment cherché à provoquer la guerre contre la Syrie, directement ou indirectement, jusqu'au printemps arabe. En resumen, se buscó de muchas maneras, tanto directas como indirectas, de atacar Siria, y eso hasta que llegaran las primaveras árabes. Alors, c'est là que j'en viens à la deuxième chose qui se passait au même moment, l'attitude des Britanniques. En fait, les Anglais ont été très inquiets de la résistance en Irak. Les troupes des États-Unis n'arrivaient plus à sortir de leur base parce qu'ils se faisaient tirer dessus immédiatement. Donc ils étaient enfermés dans leur base, la population était soulevée contre eux, et les Britanniques qui se souvenaient de leur ancien empire des Indes, où avec 70 000 soldats, ils avaient réussi à tenir plusieurs centaines de millions d'Indiens. Donc ils voyaient que les États-Unis, au contraire, qui devaient avoir 270 ou 300 000 hommes sur place, étaient incapables de contrôler un État beaucoup plus petit comme l'Irak. Ahora vuelvo al segundo aspecto que le estaba mencionando anteriormente, es decir, la actitud de los británicos. Lo que sucedió en ese momento es que los británicos se preocuparon mucho por la situación que existía en Irak en ese momento. Es decir, que en Irak había un sublevamiento general contra el ejército estadounidense, el cual estaba encerrado en sus bases militares y ya no podía salir. Y en ese momento, pues los británicos, ellos se acordaron de su imperio, en particular de su imperio en India, cuando con apenas unos 70,000 soldados lograban controlar a cientos de millones de indios, mientras que en Irak pues teníamos a unos 300,000 soldados estadounidenses incapaces de controlar un país mucho más chico que la India. Donc, quelques-uns des plus importants diplomates du Foreign Office, et notamment tous ceux qui sont spécialisés sur le Proche-Orient, ont écrit une lettre au Premier ministre Tony Blair en lui disant nous devons rompre avec les États-Unis s'ils continuent de cette manière. Il faut leur proposer une autre méthode et vraiment, s'ils n'appliquent pas ce qu'on leur dit, on doit se séparer d'eux. Y en ese momento hubieron varios de los altos funcionarios de la Cancillería británica que escribieron una carta al primer ministro de ese entonces, Tony Blair, para exigirles que ya pusieron límites, es decir, le dijeron no podemos seguir apoyando a Estados Unidos si siguen actuando de esa manera. Lo que necesitamos es brindarles un nuevo acercamiento, pero si no lo adoptan, tenemos que ya tomar distancia con ellos. Les Britanniques ont alors proposé un plan d'action, le printemps arabe, qui vise à utiliser des mouvements de foule
de manière à pouvoir changer tous les gouvernements de cette région sans avoir à faire de guerre. Y ahí fue cuando los británicos propusieron todo un conjunto de medidas que llegaron a ser lo que se llamó la primavera árabe, es decir, provocar movimientos masivos que consiguieran derrocar los gobiernos que queríamos derrocar, sin necesitar intervención militar. Et les Anglais pensaient pouvoir le faire parce que, en 1916, avec Laurence d'Arabie, ils l'avaient déjà fait. En 1916, ils avaient réuni les peuples arabes, les tribus arabes, contre l'Empire ottoman. Et ça avait fonctionné. Donc il s'agissait de refaire la même histoire. On allait renverser tous les gouvernements et on allait mettre à la place une secte particulière dont on était sûr qu'elle ne pourrait pas trahir. Pourquoi? Parce qu'elle est très impopulaire. En 1916, les Britanniques se sont appuyés sur la secte des Wahhabites et la famille des Saouds en Arabie Saoudite. Donc ces gens étaient détestés par tout le monde. Quand on les a mis au pouvoir, ils ne pouvaient pas se retourner contre les Britanniques, puisque sans les Britanniques, c'est leur peuple qui les aurait mis à la porte. Et là, on a décidé, on va s'appuyer sur les frères musulmans. Los británicos creían que era posible pero esa gente era odiada por su propio pueblo y por eso garantizaba a los británicos que no los iban a traicionar, porque sin el apoyo británico ya no hubieran podido mantenerse al poder. En ese caso, en el caso de hoy, pensaron de repetir la misma acción, esta vez colocando no a los wahhabitas, sino a la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes en el poder. Alors, qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? D'abord, c'est une société secrète. C'est organisé comme une société secrète. Il y a un rituel à l'entrée, les membres sont absolument secrets, les décisions sont secrètes. Si vous voulez trouver un responsable des frères musulmans qui le disent, voilà, je suis le responsable, vous n'en trouverez jamais. ¿En qué consiste los hermanos musulmanes? Pues en primer lugar se trata de una sociedad secreta. Los miembros son secretos, sus decisiones son secretas, y si buscan a alguien que les va a decir yo soy de los hermanos musulmanes, no lo van a encontrar porque todo es secreto adentro de esa organización. Cette société secrète, lorsqu'elle édite des journaux, des livres, elle cite le Coran en permanence. Comme elle cite le Coran, comme son nom c'est frères musulmans, peut-être pensez-vous que ce sont des musulmans, mais ça n'a aucun rapport. Bueno, en los documentos publicados por esa organización se cita constantemente el Corán y por eso uno puede creer o que se cita el Corán todo el tiempo quiere decir que son musulmanes. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el Islam. En fait, cette société secrète a une longue histoire. Une société du même nom a été créée en 1928 en Égypte, mais elle a été détruite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont les Anglais, le MI6, qui a reconstitué, recréé cette organisation en 1951. Los hermanos musulmanes tienen una larga historia, ya que hubo una primera
hermandad de ese tipo que fue creada en el 1928 en Egipto y la cual duró hasta el final fue destruida al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora pues los británicos, en particular los servicios secretos, el MI6 de los británicos, volvió a crear esa hermandad en el 1951. Et il n'y a aucun rapport entre les deux organisations, parce que lorsque les Anglais ont recréé cette association, la plupart des dirigeants historiques des frères musulmans étaient en prison et ils se sont tous opposés à la nouvelle organisation. Entre la primera y la segunda hermandad musulmana realmente son dos organizaciones que no tienen nada que ver la una con la otra, ya que cuando los británicos crearon la segunda hermandad, todos los dirigentes de la primera estaban encarcelados y todos se opusieron a que se volviera a crear esa segunda hermandad. Au début, les Anglais ont utilisé ce groupe pour faire des assassinats politiques en Égypte. Al principio, los británicos usaron este grupo para cometer asesinatos políticos en Egipto. Mais c'est un groupe qui a su se développer très très vite, notamment en prenant des contacts dans d'autres pays musulmans, très loin du monde arabe. Sin embargo, el grupo logró expandirse muy rápidamente, particularmente entrando en contactos con otros grupos en países a veces muy alejados de donde habían aparecido. Il se trouve que les Anglais avaient un autre groupe d'assassins à l'autre bout du monde. C'était un ordre, lui très ancien et réellement musulman, l'ordre des Naqshbandis, qui était surtout en Asie centrale. Les Naqshbandis, oui. Los británicos disponían de otro grupo de asesinos al otro lado del mundo, un grupo llamado, que sí era un grupo muy antiguo y que sí era un grupo musulmán, llamado los Naqshbandis. Donc on a créé une superstructure pour contrôler ces deux organisations en même temps et les utiliser pour des assassinats politiques ou toutes sortes de mauvais coups qu'on pouvait faire ici ou là. Et cette organisation au-dessus, c'est ce qu'on appelle la Ligue islamique mondiale. Cette Ligue islamique mondiale, c'est une association en Arabie Saoudite. Entonces los británicos crearon un tipo de superestructura para controlar esos dos grupos, Naqshbandi y hermanos musulmanes, con el fin de usarlos para cometer cualquier asesinatos o cualquier tipo de acción que se requería. Y esa superestructura es lo que se llama la Liga Islámica Mundial. Tout ça, avec le temps, s'est développé d'une manière absolument incroyable. Les frères musulmans, on les a utilisés pour mener la guerre en Bosnie-Herzégovine. On les a utilisés pour mener la guerre au Kosovo. Les Naqshbandis, on les a utilisés pour mener la guerre en Tchétchénie. Donc, au bout d'un moment, cet ensemble s'est mis à représenter des milliers et des milliers de combattants. Et au moment où nous parlons, en tout cas l'année dernière, je ne sais pas, l'année dernière, le budget de la Ligue islamique mondiale était plus important que celui du ministère de la Défense d'Arabie Saoudite, qui lui-même est le principal importateur d'armes dans le monde. Y esa organización se fue desarrollando de una manera bastante extraordinaria. Por ejemplo, los hermanos musulmanes fueron usados para las guerras en Bosnia y Herzegovina y también la guerra en Kosovo. Los Naqshbandi fueron usados para la guerra de Chechenia. Y bueno, todo eso terminó siendo organizaciones que controlaban a miles de combatientes, llegando al punto de que el año pasado, en 2016, el presupuesto de esa Liga Islámica Mundial era más importante que el presupuesto militar de Arabia Saudita, el cual es el principal país importador de armas en la región. Non. Les frères musulmans ont été utilisés
c'est à la fois pour des opérations terroristes et pour des opérations militaires. Ils ont même été inclus au sein de l'état-major de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo. Los hermanos musulmanes fueron usados tanto para acciones de tipo terrorista como acciones militares, y eso llegó al punto de que durante la guerra en Kosovo fueron incluidos en el propio mando militar de la OTAN. Par exemple, Oussama Ben Laden est un membre des Frères musulmans. Il a été utilisé par les États-Unis pour mener une campagne de terrorisme en Afghanistan contre le gouvernement communiste afghan. Ce gouvernement a pris peur et a appelé au secours l'Union soviétique. Donc l'armée soviétique, à sa demande, est rentrée dans son pays. Elle ne l'a pas envahi, elle a été appelée par le gouvernement légal d'Afghanistan. Et là, Oussama Ben Laden et son groupe de frères musulmans a mené une guerre contre l'armée soviétique. Si hablamos del caso de Oussama Ben Laden era un miembro de los hermanos musulmanes y fue utilizado por Estados Unidos para hacer acciones terroristas en Afganistán contra el gobierno desde entonces, en los 80s, que era un gobierno comunista. Ante esa situación, el gobierno legítimo de Afganistán pidió la ayuda de los soviéticos, y por eso intervinieron los soviéticos. No vinieron a invadir Afganistán, sino que fueron solicitados por el gobierno legítimo de este entonces. Quand cette guerre a été terminée, on a utilisé M. Ben Laden pour mener d'autres opérations dans d'autres pays. Et alors il avait un registre informatique où il y avait le nom de tous ces combattants qu'il avait eus en Afghanistan, ou des combattants qu'il a utilisés lui-même en Bosnie-Herzégovine, où il était le conseiller militaire du président bosniaque, M. Izetbegovic. Donc cette base de données en arabe, on appelle ça Al-Qaïda, c'est la base de données qui lui permettait de gérer ces combattants. Cuando ese conflicto se acabó, Ben Laden y sus combatientes fueron usados en otros países. Y de hecho, el propio Ben Laden tenía una lista de los combatientes que tenía en su organización. Y esa lista es lo que ya se llama Al-Qaïda, es la lista, y de ahí viene el nombre de la organización. Toutes ces guerres, ça a créé des souffrances terribles pour les populations, et ça a eu des conséquences sur les États voisins du théâtre d'opération. Mais pendant la première période, on appelait les frères musulmans, et Oussama Ben Laden lui-même, on disait que c'était des combattants de la liberté. M. Ben Laden recevait de l'argent qui était récolté par les principaux think tanks aux États-Unis. La Fondation Héritage a imprimé des t-shirts avec l'image de Ben Laden en disant « Il se bat pour notre liberté », parce qu'il était contre les soviétiques. En ese entonces, cuando Ben Laden trabajaba para Estados Unidos, pues no lo tachaban de terrorista, sino de combatiente de la libertad, soldado de la libertad. Y en ese entonces, pues los propios think tank conservadores de Estados Unidos, por ejemplo la Heritage Foundation de Estados Unidos, llegó hasta a imprimir camisetas pidiendo apoyo a Ben Laden, diciendo él se lucha para nuestra libertad. Donc les frères musulmans ont installé leur siège international à Londres, sous la protection du MI6, et un très grand nombre de sociétés commerciales ont été créées pour leurs affaires. Ils ont pris le contrôle d'une partie de la presse. Alors, notamment, vous avez 3 grands journaux en langue arabe qui sont imprimés à Londres pour l'ensemble du monde, qui appartiennent aux frères musulmans. Vous avez plusieurs chaînes de télévision qu'on peut voir dans tous les États arabes, des chaînes de télévision de divertissement, qui appartiennent aux frères musulmans. Y de ahí los hermanos musulmanes fueron instalados su sede central en Londres bajo la protección de los servicios secretos británicos.
ahí se llegaron a crear diferentes sociedades comerciales con el fin de gestionar los negocios pues, de la hermandad, y ellos mismos también tomaron el control de diferentes periódicos. Existen 3 grandes periódicos publicados en árabe, pero que es publicación en Londres, pero en árabe, y también diferentes canales de televisión que ahora pertenecen, difundidos en todo el mundo árabe, pero que pertenecen a los hermanos musulmanes. L'influence de tous ces médias, qui toujours au début se présentent comme des médias anti-impérialistes et tout ce que vous voulez, mais l'influence de ces médias, au bout d'un moment, c'est de véhiculer l'idéologie des frères musulmans. Cette idéologie, c'est que la société doit être organisée non pas avec une loi civile, mais avec une loi religieuse telle qu'elle est interprétée par les wahhabites en Arabie Saoudite. La consecuencia de esa toma de control de los medios que les mencionaba es que, bueno, ¿cuál fue el objetivo más bien de tomar el control de esos medios? Fue permitir vehicular la ideología de los hermanos musulmanes. Entonces, ¿en qué consiste esa ideología? Pues lo primero que resalta es que las sociedades no deben ser organizadas bajo un modelo civil, sino bajo un modelo religioso. L'avantage de cette interprétation de l'islam, c'est qu'on considère que le gouvernement, à partir du moment où il sert l'islam, ce gouvernement est légitime et vous n'avez pas le droit de le contester parce que sans ça, vous contestez l'autorité divine. La ventaja de esa ideología es que si un gobierno se apega a respetar la religión, pues obtiene su legitimidad de la religión. Si al contrario no lo respeta, pues si uno se opone a ese gobierno, es como oponerse a Dios mismo, pues. Bon, à force de millions de dollars qu'on a répandus ici et là, quelque chose est rentré dans la tête des gens. La preuve, c'est que au cours des 20 dernières années, au Proche-Orient, on a vu beaucoup de femmes porter le voile, alors que ça n'existe pas dans l'islam. Le prophète n'a jamais eu ces femmes voilées, ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Bueno, pues, algo de esa propaganda tenía que tener esta influencia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que podemos constatar es que durante los 20 últimos años vimos cada vez más mujeres usar el velo islámico en esos países. Eso a pesar de que no hay nada islámico en ese velo, ni no hay ninguna regla islámica que obliga a las mujeres a ponerse uno, y las propias esposas del profeta Mahoma no usaban velo. Il n'y avait pas de femmes voilées en islam jusqu'au calife de Bagdad. No se usó el velo islámico hasta el calife de Bagdad. C'est au 9e siècle. Es decir, en el 9º siglo después de Cristo. Donc, puisqu'on avait déjà expérimenté les frères musulmans dans ces différents conflits, on pouvait les utiliser pour les printemps arabes, et c'est ce que l'on a fait. Ya que se habían usado los hermanos musulmanes en contextos bélicos, pues se decidió también usarlos para lanzar lo que fue llamado la primavera árabe. Par exemple, en Tunisie, dès qu'on a demandé au président Ben Ali d'aller se promener plus loin, on a fait revenir le chef des frères musulmans tunisiens qui vivait en exil avec ses femmes et la protection du MI6 à Cambridge. Por ejemplo, en el caso de Túnez, cuando se convenció al presidente Ben Ali de ir a dar una vuelta mientras que las cosas que se calmaban, pues en el mismo tiempo hicieron regresar al que era el líder de los hermanos musulmanes tunecinos y que vivía bajo la protección de los servicios secretos británicos con sus mujeres y toda su familia en Cambridge. Alors là, il y a une petite chose qu'il faut expliquer. On nous a convaincus que ces printemps arabes, c'était des mouvements révolutionnaires, et
Pour en être convaincu, on a trouvé une caution de gauche. Donc, par exemple en Tunisie, il y a un président de gauche qui est venu nous expliquer que les frères musulmans ont beaucoup changé. Beaucoup. Un ejemplo, cuando ya que la primera primavera árabe fue presentada como un movimiento revolucionario, se le quería darle como una cierta legitimidad y de preferencia una legitimidad de izquierda. Entonces, en el caso de Túnez, el presidente que fue instalado ahí después de la revolución fue un presidente de izquierda y un presidente de izquierda que vino a explicar que al final de cuentas los hermanos musulmanes ya habían cambiado muchísimo. Alors, moi j'ai recherché l'histoire de tous ces dirigeants de gauche qui ont soutenu les frères musulmans dans les différents pays arabes. Ils ont tous en commun d'avoir, par le passé, appartenu à des partis politiques trotskistes qui ont noué des alliances aux États-Unis avec Social Democrats USA, qui est un parti trotskiste aux États-Unis, dont faisait partie Paul Wolfowitz, vraiment un homme de gauche, Paul Wolfowitz. Tous ces gens travaillent avec la CIA depuis le président Reagan, en fait, depuis cette époque. Busqué ver si había algún punto común entre esos diferentes gobernantes de izquierda que terminaron apoyando a los hermanos musulmanes, y lo que me di cuenta es que todos habían sido en el pasado miembros de organizaciones trotskistas en Estados Unidos, organización, por ejemplo, a la cual el propio Paul Wolfowitz había pertenecido. Sabes que estamos hablando de gente muy de izquierda, y pues esos propios esa propia gente que terminó después colaborando con la CIA desde la época de Ronald Reagan en los 80s. Alors, le phénomène des printemps arabes a balayé les gouvernements en plein d'endroits. La guerre en Libye, elle a fonctionné sur une idée particulière, c'est que la Libye, c'est un État très récent qui a été créé dans les années 50 en réunissant ce qui était jusque-là des États différents. Donc, la partie est de la Libye, Benghazi, ne se sentait pas du même pays que la partie ouest, Tripoli. Alors, on a joué sur une volonté de sécession pour faire croire que c'était une révolte contre le colonel Kadhafi. Mais ça n'était pas ça. Bueno, ese movimiento de primavera árabe acabó con muchísimos gobiernos. Ahora, en el caso de Libia, fue un caso un poco particular, ya que estamos hablando de un país muy reciente, un país creado en los años 50, uniendo a diferentes países para formar un solo país que llegó a ser Libia. Sin embargo, el problema es que esas diferentes partes que unificaron no se sentían partes de un mismo país. Es decir, que teníamos por un lado el este del país con Benghazi, que no se sentían muchas cosas en común con la parte oeste de Trípoli. Entonces, lo que se hizo ahí fue usar las tendencias secesionistas de las diferentes regiones para presentarlas como un movimiento contra el gobierno Kadhafi. Et d'ailleurs, lorsque Benghazi a eu son indépendance, en fait, les gens ne sont plus du tout occupés de ce qui se passait à Tripoli, ça ne les intéressait pas. Una prueba de eso es que una vez que la región de Benghazi logró independizarse del resto del país, ya dejaron de preocuparse de lo que estaba sucediendo en Trípoli, ya no les interesaba. Les États-Unis, pour ce qui est des guerres en Libye et en Syrie, ont décidé de ne pas se mettre en avant de manière à ne pas reproduire les erreurs qu'ils avaient faites en Irak. Ils ont donc choisi ce qu'on appelle le leadership par l'arrière, l'expression de Mme Clinton. Ils ont demandé aux Français et aux Anglais de passer à l'attaque et ils les soutiendraient par l'arrière. En los casos de los conflictos libios y sirios,
los estadounidenses decidieron ser más discretos, no querían repetir los errores del pasado y por eso decidieron ejercer lo que llamaron el liderazgo desde detrás. Es decir, que pidieron a los británicos y los franceses que se encargaran de la ofensiva y ellos los iban a apoyar, pero desde detrás. Les Français et les Britanniques ont signé ensemble un traité au mois de novembre 2011 à Lancaster House, où ils ont décidé de mettre en commun ce qu'ils appellent leur force de projection, c'est-à-dire leur force coloniale. Novembre 2011, c'est-à-dire avant le printemps arabe. En noviembre del 2011, es decir, antes de que empezara la primavera árabe, los gobiernos franceses y británicos firmaron un tratado donde decidieron poner en común lo que llaman sus fuerzas de proyección, es decir, concretamente sus fuerzas coloniales, militares coloniales. Donc, il y a une des annexes du traité qui prévoit qu'on va faire un grand un jeu de guerre, je sais pas, un grand exercice militaire avec les forces des deux pays, et on donne la date de l'exercice militaire, on dit quelles vont être les forces qui vont y participer, et le scénario c'est que voilà, on va simuler que les Français et les Anglais vont venir au secours de la population civile de deux pays de la Méditerranée qui se soulèvent contre leur dictateur. En ese tratado que firmaron franceses y británicos existe un anexo donde se estipula que se va a organizar un gran ejercicio, una gran simulación militar, especificando las fechas, las fuerzas que van a participar, etcétera, etcétera. Y el guión de esa simulación militar era el siguiente: Francia y Reino Unido vienen a apoyar las poblaciones civiles de dos países del mar Mediterráneo, quienes se sublevaron contra sus gobernantes. Alors, il n'y a jamais eu d'exercice militaire, mais la date choisie, les forces désignées, tout ça, ça s'est passé exactement le jour précis de l'attaque de la Libye. Esa simulación militar nunca la organizaron, sin embargo la fecha mencionada para esa simulación corresponde exactamente a la fecha de inicio del ataque contra Libia. Le seul problème qu'on ait rencontré dans toute cette destruction générale des États, le seul problème qu'on a rencontré, c'est la Syrie en fait. Parce que ce pays a résisté d'une manière que personne n'avait imaginé auparavant. El único problema ahí dentro de todo ese proceso de remodelaje de la región fue Siria, ya que Siria logró resistir de una manera que nadie se imaginaba a todo ese proceso. En Syrie, ça a été très difficile au début de commencer les événements. Finalement, on a utilisé des réseaux des frères musulmans le vendredi à la sortie de la prière dans les grandes mosquées. Mais il n'y avait que quelques petits incidents militaires ici et là contre des symboles. Alors on détruisait une statue de l'ancien président Hafez el-Assad, des choses comme ça, mais il n'y avait rien de très important qui avait lieu. Los inicios fueron complicados en el caso de Siria. Se buscó usar la red que existía de los hermanos musulmanes en el país para tratar de hacer propaganda los viernes a la salida de las mezquitas. Sin embargo, lo único que se consiguió en ese entonces fueron algunos incidentes como degradación de una estatua del presidente, cosas de ese estilo. Donc l'OTAN a décidé d'appliquer en Syrie ce qu'on étudiait dans les académies militaires depuis assez longtemps, mais qu'on n'avait jamais pratiqué comme ça, ce qu'on appelle la guerre de 4e génération. Alors, en fait, ça consiste à utiliser les méthodes normalement des guérilleros contre un envahisseur, mais ces méthodes vont être utilisées par l'envahisseur contre les guérilleros, en fait.
Y en ese caso, pues la OTAN decidió aplicar algo que se había estudiado mucho en las academias militares, pero que todavía no se había practicado, es decir, lo que llaman la guerra de cuarta generación. ¿Qué es la guerra de cuarta generación? Es una guerra donde se van a usar los métodos y las estrategias típicas de las que las guerrillas usan contra los gobiernos, nada más que se va a invertir los papeles, es decir, que es el gobierno que va a usar esas tácticas contra sus opositores. Donc là, l'originalité, c'est que normalement, quand des guérilleros se dressent contre un envahisseur, ils n'ont pas les médias avec eux. Tandis que là, l'envahisseur a tous les médias dans sa main. Et donc, les mêmes méthodes militaires ont un impact considérable que ne peuvent pas avoir normalement les guerrilleros. Una diferencia en una situación así es que en general cuando una guerrilla se subleva contra un gobierno no dispone de un apoyo mediático, al menos no un apoyo mediático importante, mientras que en esos casos pues precisamente los invasores disponían de todo el apoyo del aparato mediático. Et les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en place un système de propagande qui n'a aucun précédent historique de par son ampleur. Y ahí se puede decir que Estados Unidos y Reino Unido implementaron un sistema de propaganda sin equivalente en la historia de la humanidad. En tant que journaliste, c'est vraiment quelque chose qu'il est très très important de comprendre. Jusqu'à présent, la propagande s'était fait pour convaincre son propre camp de soutenir son gouvernement. Là, la propagande va être utilisée pour convaincre les peuples que l'on envahit que leur gouvernement est déjà mort, qu'il a déjà abdiqué. Hay algo muy importante de entender, especialmente como periodistas. Es decir, que antes la propaganda se usaba para convencer, un gobierno usaba la propaganda para convencer a su propia población de apoyarlo. Mientras que ahí la propaganda ha sido usada por los invasores para convencer las poblaciones que iban a invadir que su propio gobierno ya había desaparecido y había sido vencido. Vous ne pouvez pas résister, la guerre est déjà perdue. No hay resistencia posible, ya la guerra ya está perdida. Donc les Britanniques ont d'abord réformé Al Jazeera, ils ont fait ça en 2005. Et la réforme d'Al Jazeera, c'était une chaîne de télévision qui était regardée dans tout le monde arabe. Les Arabes ne le savent pas, mais elle avait été créée par deux grandes personnalités juives, les frères Friedman, avec l'idée d'avoir une chaîne de télévision où les Arabes et les Israéliens puissent discuter au lieu de se faire la guerre. Cette chaîne de télévision avait gagné une audience énorme dans tout le monde arabe. Los británicos luego emprendieron una reforma del canal de televisión Al Jazeera. Lo que hay que saber acerca de Al Jazeera es que poca gente sabe en el mundo árabe, es que fue creada por dos hermanos judíos, los hermanos Friedman, y que el objetivo inicial de Al Jazeera era de crear un medio donde árabes y israelíes pudieran dialogar en lugar de estar en conflictos. La chaîne a été réformée en 2005 par M. Jibril, qui est un spécialiste libyen des relations publiques. Alors ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un de très important. C'est lui qui a formé au discours politique la plupart des émirs du Golfe.
Donc maintenant, vous pouvez entendre un dirigeant d'Arabie Saoudite, un pays où on pratique l'esclavage, vous expliquer, droit dans les yeux, qu'il est pour la démocratie, etc. Il n'y a jamais eu d'élection chez lui, mais c'est pas grave, il est pour la démocratie. Tout ça. La reforma de Al Jazeera sucedió en 2005 y fue llevada por el señor Jibril, quien es un especialista de relaciones públicas. Este señor Jibril es alguien que ha tenido un papel muy importante, ya que fue quien formó todos los gobernantes de los países del Golfo a un cierto discurso político. Por ejemplo, gracias a ese señor podemos hoy día escuchar a responsables de Arabia Saudita, que es un país donde todavía existe el esclavismo, explicar que es un demócrata, a pesar de que no hay democracia en Arabia Saudita, pero van a tener como todo un discurso democrático porque fueron formados por ese señor Jibril. À la demande des États-Unis, le colonel Kadhafi a accepté que M. Jibril, en 2009, devienne le numéro 2 du gouvernement libyen et pilote la manière dont les entreprises des États-Unis pourraient s'installer en Libye. M. Jibril, en 2011, était donc le numéro 2 du gouvernement libyen. Il est parti en Égypte pour un voyage d'affaires, il est parti en Égypte. Et là, depuis l'Égypte, il a annoncé qu'il devenait le chef de l'opposition libyenne, il a lancé le mouvement contre la Libye. Entonces, bajo la solicitud del gobierno estadounidense, el coronel Gaddafi en Libia aceptó que ese mismo señor Jibril se volviera el número 2 del gobierno libio. Y en 2011, ese propio señor Jibril, quien todavía era miembro, era el número 2 del gobierno de su país, se fue de viaje en Egipto y desde Egipto anunció que ya se había vuelto el líder de la oposición en Libia y fue cuando empezó realmente la ofensiva contra Libia. Donc M. Jibril est membre des Frères musulmans, bien entendu, et il a installé les Frères musulmans à Al Jazeera, notamment. Il a installé une sorte de télé-évangéliste musulman, le Cheikh Kadawi, qui par des prêches hebdomadaires sur cette chaîne, a réussi à convaincre une partie de l'opinion publique arabe que si on suivait son interprétation de l'islam, alors on verrait la civilisation arabe se relever, comme c'était le cas au Moyen-Âge, où c'était une civilisation beaucoup plus importante que celle des Européens. Donc on retrouverait une grandeur en suivant son enseignement à lui. Ese señor Jibril obviamente es un hermano musulmán y una de sus acciones también fue de instalar a otros hermanos musulmanes en ese canal de televisión Al Jazeera. Entre otras personas que fue colocando ahí, hubo un tipo de televangelista musulmán quien cada semana estuvo predicando y logró de esa manera convencer a una parte de la opinión pública de los países árabes que en caso de que se usara su propia interpretación del Islam, la que él estaba predicando, pues permitiera a los países árabes de levantar la cabeza y de volver a ser una civilización dominante como lo fue en la Edad Media. Et les Britanniques ont créé un studio au Qatar, un studio à ciel ouvert, comme on fait pour les grands films de fiction. Et ils ont réuni autour d'eux des chaînes de télévision, comme Al Jazeera, mais aussi d'autres chaînes qui avaient été créées par la CIA. Y entonces los británicos crearon un gran estudio de televisión en Qatar, donde reunieron a diferentes canales, diferentes televisoras. 5 grandes chaînes occidentales les ont rejoints, la BBC, CNN, France 24, Sky News, je ne sais plus quelle est la cinquième, mais il y a 5 grandes chaînes qui les ont rejoints. Et là, ils ont commencé à fabriquer
des images d'actualité que vous avez vues en croyant que c'était des images d'actualité dans les journaux télévisés. Después a esa primera agrupación se vinieron a unir 5 grandes televisoras occidentales. Una es la BBC, la otra es CNN, France 24, Sky News y se me olvidó cuál es la quinta, pero bueno, 5 grandes televisoras occidentales quienes en ese gran estudio empezaron a fabricar imágenes de actualidad, es decir, que imágenes que vimos en los noticieros creyendo que eran imágenes de actualidad, pero que fueron fabricadas en ese estudio en Qatar. Alors, par exemple, lorsque l'OTAN a attaqué Tripoli en Libye, les grandes chaînes internationales ont diffusé des images où on voyait les rebelles, les révolutionnaires, rentrer sur la place verte au centre de Tripoli. Ces images ont été diffusées 2 jours et demi avant que cet événement n'ait eu lieu. Un ejemplo, cuando la OTAN lanzó su ataque contra Libia, vimos que en las diferentes televisoras internacionales vimos imágenes de revolucionarios penetrando en la Plaza Verde, la plaza central en Trípoli, mientras que esos eventos únicamente sucedieron 2 días después de haber sido publicados. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Les habitants de Tripoli venaient d'être attaqués par l'OTAN depuis une journée complète. La ville était bombardée. C'était un bruit terrible. Il y avait des morts partout dans les rues. Et tout d'un coup, ils voient à la télévision que la guerre est perdue. No sé si se imaginan, si se pueden poner en el lugar de la población de Libia, la población de Trípoli acaban de vivir un día entero de ataque militar, de bombardeos, las calles estaban llenas de muertos y de repente vieron en la televisión el anuncio de que su gobierno ya había sido derrotado. Alors, on essayait de faire beaucoup mieux en Syrie. Là, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient décidé de couper les chaînes de télévision syriennes. En Syrie, la télévision, ça se fait uniquement par satellite. Donc, il y a 2 satellites qui diffusent, un qui appartient à l'Égypte et l'autre qui appartient à la Ligue arabe. On a coupé les chaînes de télévision, il n'y en avait plus. Buscaron mejorar sus métodos en el caso de Siria. En ese caso, Estados Unidos y Reino Unido simplemente apagaron las televisoras en Siria, ya que en Siria únicamente hay televisión por satélite. Lograron que ya se cortaran las televisoras que difundían allí en el país. Puis, on a envoyé un signal vers les 2 satellites, donc de nouvelles émissions, qui ont été envoyées depuis une base de la National Security Agency située en Australie. Y ahí los 2 satélites que habían sido apagados se mandaron nuevas señales con nuevas televisoras, nuevos programas y programas que habían sido desarrollados desde una base en Australia. Les Britanniques avaient déjà préparé des images en studio, des batailles, de tout ça, mais ils avaient également préparé des images de synthèse sur lesquelles on pouvait voir le président Bachar el-Assad en train de fuir, de prendre un avion et de quitter le pays. Los británicos ya habían preparado imágenes, falsas imágenes de guerras, pero también tenían previstas imágenes de síntesis donde se veía al propio presidente sirio al-Assad derrotado y huyendo del país. Dans les mois qui avaient précédé, plusieurs des présentateurs de la télévision nationale avaient été corrompus par les États-Unis, avaient quitté le pays et avaient rejoint ce studio au Qatar. Il était donc possible, depuis le Qatar, de recréer l'apparence de la télévision syrienne, d'utiliser les mêmes génériques que la télévision syrienne et de diffuser des images complètement fausses pour convaincre le pays que la guerre n'avait plus de raison d'être.
mucho también, los aliados habían logrado sobornar a diferentes personalidades, diferentes conductores de la televisión siria que habían dejado el país y los reunieron en Qatar. Y entonces, gracias a eso, pues en esos estudios de Qatar pudieron producir imágenes que se parecían muchísimo a las imágenes de la televisión siria, con las cápsulas, los diferentes elementos que identificaban esos programas como programas sirios, y donde la gente vio imágenes donde les decían que su gobierno había sido derrotado. Donc cette opération a été annulée au dernier moment. Alors pourquoi? Parce que d'abord, en Syrie, on avait commencé à se préparer à cette situation. Le ministre de l'Information était apparu à la télévision en disant ça va avoir lieu, ils vont couper les chaînes de télé, ils préparent quelque chose. On avait rétabli une diffusion de la télévision par voie hertzienne, mais il fallait des antennes pour ça. Enfin, ceux qui avaient des antennes pouvaient le faire. Et on avait expliqué aux gens, surtout, vérifier si la radio dit la même chose que la télévision. Esa operación fue cancelada al último minuto. ¿Por qué? Pues porque Siria de cierta manera se había preparado a enfrentar una tal operación. Es decir, que el ministro de la Información de ese entonces salió en la televisión a decir al pueblo que algo se estaba preparando, y pidieron también a la población de verificar la información, es decir, de ver cuando escuchaban algo en la televisión, de ver si cuajaba con lo que se decía en el radio. Je pense qu'en fait, ce qui a été déterminant, c'est qu'en même temps, on a fait un gros travail diplomatique et M. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a écrit à tous les membres du Conseil de sécurité en leur rappelant les textes internationaux sur la propagande de guerre. Ahí hubo una buena labor diplomática que fue realizada, en particular por el señor Lavrov, el canciller ruso, quien escribió a cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad para recordarle en qué consistía la propaganda de guerra. Donc, bon, cette opération n'a pas été menée, mais nous pouvons tous imaginer ce que ça donnerait si ça avait vraiment lieu, puisque là, ils ont juste mis un signal sur les satellites et ils ont passé des images de défilés militaires, des choses comme ça, mais ils n'ont pas diffusé les informations qu'ils avaient préparées. Mais imaginez si c'était votre pays, si tout d'un coup, quand vous regardiez la télévision, on vous annonçait que le gouvernement est en fuite, les gentils envahisseurs viennent nous apporter la démocratie, etc. C'est quelque chose de... Comment un peuple peut réagir à un matraquage comme ça? Como ya lo dije, esa operación no fue realizada. Sin embargo, podemos tratar de imaginar qué hubiera sucedido si lo hubieran hecho, qué puede suceder si operaciones de ese tipo se llevan a cabo. Por ejemplo, en su propio país, imaginen que un día prenden la televisión y ven imágenes donde les dicen que su gobierno ha huido del país y que ahora llegan unos invasores, unos buenos invasores que les vienen a traer la democracia. Imagínense qué tipo de situación se puede crear con operaciones de ese tipo. Je pense que tout État doit aujourd'hui réfléchir à cette situation. Dans tous les États, il devrait y avoir une coordination entre les armées et les journalistes sur cette question-là. C'est très grave. La sécurité d'un État ne peut pas être assurée s'il n'y a pas une coordination entre les journalistes et l'armée. Cualquier país debe preguntarse ahora cuáles son las implicaciones de lo que estoy explicando. Yo opino que en cada país debería haber una manera de coordinación entre el ejército y los periodistas, porque no hay manera ya de garantizar la seguridad de un país ante operaciones de ese tipo. Je vais conclure. La guerre se poursuit depuis maintenant 6 ans en Syrie. Plus des 2 tiers du pays sont devenus totalement inhabitables. 2 tiers des régions qui étaient habitées sont devenues inhabitables.
inévitable, parce qu'il y a un grand désert aussi. Cette guerre pourra continuer tant que l'on enverra des combattants de l'étranger et des armes de l'étranger. Para concluir, les quería decir que la guerra en Siria ahora ya entró en su sexto año y que ahora son los 2/3 del país, al menos los 2/3 del país habitables, ya no son habitables. Je pense que personne n'a idée de la quantité de combattants qu'on a envoyés se battre et souvent mourir en Syrie. Il n'est pas possible d'avoir de chiffres précis, mais certainement, il y en a eu, dans une fourchette qui, c'est sûr, est assez large, mais entre 200 et 400 000 hommes qu'on a envoyés. Et 200 000 hommes, c'est déjà, ce sont des armées énormes, 200 000 hommes. Nadie se imagina realmente el número de combatientes extranjeros que fueron enviados a Siria para participar en ese conflicto. No tenemos cifras bien establecidas, sin embargo podemos saber que hubo entre 200 y 400 mil combatientes extranjeros que fueron mandados a Siria. Au cours de cette guerre, à un moment, on a attaqué ma maison. L'armée est venue me défendre. On a placé un mortier sur le toit. Pendant 3 jours, on s'est battu et les attaquants se réunissaient, on les voyait, ils se réunissaient au fond d'un champ. C'est à la sortie de la ville qu'il y avait des champs. Donc, ils se réunissaient, ils commençaient pendant un quart d'heure, ils chantaient Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, et tout d'un coup, ils attaquaient. Quand la bataille s'est terminée, il y a eu 2 prisonniers, et puis il y avait des morts qu'on a ramassés. Tous ces gens-là étaient soit pakistanais, soit somaliens. C'était en 2012. En 2012, mi propia casa fue atacada y entonces el ejército sirio llegó para protegerme, se instalaron en el techo de mi casa y hubieron combates durante 3 días. Veíamos a los combatientes allá, yo vivo en las afueras de la ciudad, entonces los veíamos como a lo lejos que se reunían, rezaban durante unos 15 minutos y luego atacaban. Cuando terminó esa operación, se hicieron 2 prisioneros y un cierto número de muertos que había ahí. Lo que nos dimos cuenta es que todos esos combatientes eran o pakistaníes o somalíes. Alors, dans d'autres endroits, mais moi j'ai pas vu ça, mais dans d'autres endroits, c'était des Afghans, ou c'était des Tunisiens, des Libyens, etc. Mais moi je n'ai pas vu de Syriens se battre à ce moment-là. En otras partes del país también hubieron combates de Afganistán, de Túnez, de otros países. Yo lo que les puedo decir es que yo nunca he visto combatientes, o sea, rebeldes sirios. D'un point de vue des armes, on a maintenant même vous savez, par exemple, le département de la défense des États-Unis a lancé des appels d'offres pour le transport d'armes comme soutien aux révolutionnaires en Syrie. Donc, ces armes, elles viennent généralement d'anciens pays de l'Union soviétique et elles sont transportées aux frais de l'armée des États-Unis pour arriver en Syrie. Acerca de las armas ahora, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó licitaciones acerca del transporte de armas hacia Siria. Es decir, que hay armas que en general provienen de la ex Unión Soviética que llegan a Siria pagados, el transporte siendo pagado por el ejército estadounidense. Et la guerre, c'était dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine financier, le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais sans se coordonner, dans une sorte de rivalité entre les 2 États,
tous les deux ont essayé de ruiner la Syrie en imprimant des faux billets syriens. La guerra también fue una guerra financiera. Por ejemplo, Qatar y Arabia Saudita, no de manera coordinada, cada uno lo hizo por su cuenta, pero ambos hicieron lo mismo. Emitieron falsos billetes sirios buscando derrumbar la economía del país. Et franchement, si c'était un peu coordonné, je pense qu'ils auraient détruit la Syrie complètement. Mais là, ils ont échoué et on a changé les billets. Si hubieran coordinado su acción, probablemente hubieran logrado su objetivo, pero como no lo hicieron, pues ahora hubo un cambio y hay nuevos billetes y la operación falló. Alors, un dernier mot sur la question de Daesh. Donc, au cours des événements, les États-Unis ont trouvé de nouvelles raisons, non pas de faire la guerre, mais de poursuivre la guerre. Ahora acerca del Estado Islámico. Durante esos eventos, los Estados Unidos no solamente inventaron motivos para provocar los conflictos, sino también motivos para extender el conflicto. Le premier intérêt, c'est qu'on avait découvert qu'il y a d'énormes réserves de gaz en Syrie et on pouvait se les partager. Donc, il y a eu une réunion des amis de la Syrie qui s'est tenue à Abu Dhabi. Et au cours de laquelle le gouvernement allemand qui présidait cette réunion a distribué aux différents États alliés des États-Unis des parts du gaz de la Syrie que l'on n'avait pas encore conquis. Primer motivo para prolongar el conflicto, las reservas de gas que se descubrieron en Siria. Hubo una reunión. C'était en 2012, c'était à Abu Dhabi, et présidé par le gouvernement allemand. En 2012 en Abu Dhabi hubo una reunión de un grupo llamado Los Amigos de Siria, donde una reunión presidida por el gobierno alemán, donde el gobierno alemán fue distribuyendo como partes de las reservas del gas sirio, partes a partir de un país que no había sido conquistado todavía, ya se estaban repartiendo las reservas de gas. Bien sûr, tout le monde va se battre en Syrie pour la démocratie, mais c'est tellement mieux quand il y a du gaz avec. Obviamente todo el mundo lucha para la democracia en Siria, pero cuando se puede agregar gas a la democracia también es mejor. L'autre grande idée, c'est les États-Unis veulent empêcher, plan mondial, l'émergence de nouveaux rivaux. Donc, ils veulent empêcher la Russie et la Chine d'avoir du commerce international par des voies que eux ne contrôlent pas, c'est-à-dire en fait par des voies terrestres, puisqu'ils ne contrôlent que les océans. Otro objetivo de los Estados Unidos es de impedir que aparezcan nuevos rivales para su país. Particularmente estoy hablando de Rusia y de China. Estados Unidos no quiere que Rusia ni China puedan desarrollar su comercio internacional mediante vías que ellos no controlan, es decir, por vías terrestres. Donc la Chine a décidé de reconstruire ce qu'on appelait la route de la soie, qui était une voie de communication à travers toute l'Asie, qui permettait, pendant l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, de commercer avec la soie, mais les épices, beaucoup de choses qui venaient de Chine et qu'on amenait en Méditerranée. Entonces, China decidió recrear lo que se llamaba la ruta de la seda, esa famosa ruta que durante la antigüedad y la Edad Media permitió comerciar, obviamente la seda, pero también muchos otros productos entre China y Europa. Quand le président Xi est arrivé au pouvoir, il y a 2 ans, il est arrivé au pouvoir avec la mission de reconstruire la route historique de la soie à travers l'Asie centrale et une nouvelle route de la soie avec la Russie à travers la Sibérie et l'Europe. Cuando el presidente Xi llegó, el chino actual, llegó al poder hace 2 años, llegó con una doble misión. En primer lugar,
reconstruir la ruta de la seda, la histórica que ya existía, y luego construir también una nueva ruta de la seda, una que uniría China con Rusia. Et qui allait jusqu'en Allemagne, normalement. Y que debería llegar hasta Alemania. Donc, pour couper l'ancienne route de la soie, on a créé Daesh et on lui a dit de prendre une partie de l'Irak et une partie de la Syrie, un endroit indispensable. Sans ça, on ne peut pas passer. Y de ahí fue como se creó el Estado Islámico. El Estado Islámico tuvo como misión de ocupar ciertas partes del territorio tanto iraquí como sirio para hacer que sea imposible precisamente pasar por ahí y volver a construir esa ruta de la seda. Et pour couper la nouvelle route de la soie, qui au départ devait passer par l'Ukraine, on a dit on fait la guerre en Ukraine. Y para impedir la construcción de la nueva ruta de la seda, ahí se provocó el conflicto en Ucrania. Peut-être les Chinois vont-ils modifier leur trajet et à ce moment-là, la guerre se déplacera en Biélorussie. Puede ser que los chinos deciden modificar, hacer pasar esa ruta por otra parte. Entonces puede ser que de Ucrania el conflicto se llegue a desplazar, por ejemplo, a Bielorrusia, si la hacen pasar más al norte. J'insiste sur le fait que ni les Ukrainiens, ni les Biélorusses, ni les Syriens, ni les Irakiens n'ont rien à voir avec tout ça, mais ils se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Quiero insistir sobre el hecho de que ni Ucrania, ni Bielorrusia, ni Siria, ni Irak tienen nada que ver con ese elemento, simplemente tienen la mala suerte de estar en el mal lugar. Personne dans ces peuples n'a choisi la guerre. Nadie en esos pueblos escogió estar en guerra. Bien sûr, dans tous les peuples, vous avez toujours 5% de gens qui participent aux crimes que font les autres. Mais ces 5% des gens, ça n'est pas le peuple de ces pays. Obviamente siempre hay un 5% de la población que va a participar en los crímenes que se están cometiendo, pero únicamente es el 5%, el resto de la población no tiene nada que ver con estos conflictos. Alors Daesh, c'est une organisation qui est déjà un peu ancienne. Elle avait été créée en 2005 en Irak, au moment où il y avait la résistance très forte en Irak. El Estado Islámico ya es una organización que existe desde 2005, fue creada precisamente en Irak en 2005 cuando en pleno sublevamiento contra la ocupación estadounidense. Elle a été créée en Irak par les mêmes personnes qui ont organisé les guerres ici, au Honduras et au Nicaragua. Esta organización del Estado Islámico fue creado por las mismas personas que habían creado los movimientos contra en Nicaragua y también el movimiento en Honduras. Si vous vous souvenez, à l'époque, l'ambassadeur des États-Unis au Honduras, c'était John Negroponte. Si se acuerdan, en ese entonces, en 2005, el embajador estadounidense en Irak era John Negroponte. Il avait imaginé que pour contrôler ces pays, il fallait les diviser et créer une certaine forme de guerre civile. Y él se había imaginado que para controlar esos países había que provocar ahí un cierto tipo de guerra civil. Enfin, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient se battre contre leur propre pays. Donc, on a organisé ce qu'on appelle les Contras, qui étaient des mercenaires qu'on recrutait dans toute l'Amérique latine. Ya que no encontraron mucha gente dispuesta a hacer la guerra contra su propio país, fue así como se creó los Contras, lo cual era un movimiento meramente formado por mercenarios que habían sido contratados un poco en todo el continente latinoamericano. Pour leur amener des armes, on utilisait les avions de l'ordre souverain de Malte. Para traer las armas se usaron aviones que pertenecían a la orden L'ordre souverain de Malte. La orden soberana de Malta, no estoy seguro de sí. Alors, ¿Usados? oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'ordre croisé. Ouais. Donc, en 2005, on a demandé à certains membres de l'ordre de Malte de créer la société Blackwater.
Entonces en 2005 se les pidió a ciertos miembros de esa orden de Malta de que crearan la sociedad Blackwater. John Negroponte a été nommé ambassadeur des États-Unis en Irak. John Negroponte fue nombrado embajador de Estados Unidos en Irak. Et après, il est devenu le directeur national du renseignement aux États-Unis. Y de ahí fue nombrado director general de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Il a dit, si on veut arrêter la résistance en Irak, eh bien, on va les amener à se faire la guerre entre eux plutôt que de nous attaquer nous. Y su idea fue que si queremos acabar con la resistencia de los iraquíes, lo que hay que hacer es provocar que se pelean entre ellos en lugar de luchar contra nosotros. Donc il a créé un groupe chiite et un groupe sunnite. Et il leur a dit, voilà, maintenant que le groupe des chiites fasse exploser des mosquées sunnites et que le groupe des sunnites fasse exploser des mosquées chiites. Entonces fue conformado un grupo de Shia y un grupo de Sunni, incitando cada uno de los grupos a ir atacando al otro grupo. Son groupe sunnite, c'était l'Émirat islamique en Irak, c'est-à-dire Daesh. Y el grupo Sunni que les estoy mencionando era lo que era el Emirato Islámico en Irak, el cual luego se transformó en el Estado Islámico. Il a fait revenir un homme qui était à la retraite, le colonel John Steele, qui avait organisé les Contras au Nicaragua. Il est sorti de la retraite, il est venu en Irak et il a été organisé Daesh en Irak. Se pidió a un militar que ya se había jubilado que volviera a trabajar para Estados Unidos. Era alguien que había estado presente organizando los Contras en Nicaragua y fue enviado en Irak para hacer lo mismo. Bien sûr, hein, je recadre avec ce que je disais avant, les dirigeants de ces groupes sont tous des membres des frères musulmans. Les dirigeants, tout au moins. Y ahí una vez más los dirigentes de esos grupos pertenecen a los hermanos musulmanes. Donc après, quand on a récupéré cet émirat islamique en Irak, on l'a amené en Syrie, on a organisé une réunion qui s'est tenue au début 2014 à Amman en Jordanie, où il y avait les dirigeants de ce groupe, mais il y avait aussi des gens de la CIA, des gens du MI6, mais il y avait les services secrets turcs qui étaient là, les services secrets du Kurdistan irakien, des responsables de l'ordre Naqbanki, parce qu'il se trouve qu'ils étaient très importants dans l'armée de Saddam Hussein, et quelques personnalités des frères musulmans, y compris, il y avait un monsieur qui était en prison en Norvège, qu'on a fait venir avec un avion de l'OTAN et qu'on a raccompagné à sa prison après. Je ne sais pas pourquoi, il était dans cette réunion, enfin il devait être là. Et dans cette réunion, on a décidé que ce groupe allait se déclarer un État indépendant et qu'on allait lui donner toute une partie du désert à cheval sur l'Irak et la Syrie. Cuando se quiso trasladar el Estado Islámico de Irak a Siria, se organizó una reunión en Amán, Jordania, a la cual participaron obviamente los responsables de ese grupo, pero también de los servicios secretos británicos, de los servicios secretos turcos, de los servicios secretos de los kurdos de Irak, también gente de los Naqbandi, ese grupo que mencioné anteriormente, ya que tenían mucho peso en el ejército iraquí en la época de Saddam Hussein, y también algunos miembros de los hermanos musulmanes, incluyendo a un dirigente histórico que estaba detenido en Noruega. Se mandó un avión, se le sacó de su cárcel, vino a participar de esa reunión y luego se volvió a mandar a su cárcel en Noruega cuando se acabó la reunión. Durante esa reunión, una decisión fue tomada, la de hacer que ese grupo Estado Islámico se volviera un Estado independiente, un Estado que iba a ocupar ciertas partes tanto del desierto sirio de un lado y iraquí del otro lado.
le territoire qui était donné à Daesh avait déjà été décidé et il a été publié en septembre 2013, c'est-à-dire bien avant cette réunion, bien avant l'invasion de l'Irak, tout ça, a été publié en septembre 2013 par une chercheuse du département de la défense des États-Unis dans le New York Times. La carte a été publiée. El territorio que fue atribuido al Estado Islámico ya fue publicado en un documento de septiembre de 2013 por una investigadora del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, mucho antes de que las cosas sucedieran, ya existía un mapa donde se había establecido cuál era el territorio que iba a ocupar el Estado Islámico. Alors, il faut se rendre compte que quand on a décidé l'invasion d'une partie de l'Irak par Daesh, il y a eu un très fort soutien des tribus sunnites d'Irak à cette opération. Et environ 120 000 combattants des tribus sunnites d'Irak ont rejoint Daesh à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'actuellement, aujourd'hui, il est très difficile de lutter contre Daesh à Mossoul, puisque à Mossoul, presque toutes les familles ont quelqu'un de leur famille à l'intérieur de Daesh. Bueno, fue tomada esa decisión de que el Estado Islámico atacara a Irak. Muchas tribus suníes iraquíes decidieron apoyar esa operación y por esa misma razón hoy día se ha vuelto muy complicado luchar contra el Estado Islámico en Mosul, la operación que se está llevando a cabo ahora, porque casi cada familia de la ciudad de Mosul tiene al menos uno de sus miembros que pertenece al Estado Islámico. Mais si Daesh a un soutien populaire dans une partie de l'Irak, il n'en a absolument pas en Syrie. En el caso de Irak, pues sabemos que al menos en esa región existe algo de apoyo popular para el Estado Islámico, lo cual no existe en absoluto en Siria. En Siria no existe apoyo popular para el Estado Islámico. Maintenant, l'ensemble de ces djihadistes, qu'ils aient le drapeau de Daesh, celui d'Al-Qaïda ou celui d'un autre groupe, et ils changent de nom en permanence, tous ces gens-là reçoivent de l'argent et des armes du même endroit. Ahora, todos esos yihadistas, no importa que pertenezcan al Estado Islámico, a Al-Qaeda, a otras organizaciones, todos reciben dinero y armas de una misma fuente. Et bien sûr, il y a une coordination militaire au-dessus d'eux. Cette coordination militaire est assurée par l'OTAN depuis la base de Izmir, en Turquie. Y obviamente también existe una coordinación militar para esos diferentes grupos y esa coordinación la da la OTAN desde su base militar de Izmir en el territorio turco. L'originalité de ce système, c'est qu'on ne donne pas des ordres directement au groupe, vous allez attaquer tel endroit ou tel autre, mais on leur donne des informations qui leur permettent d'échapper à l'armée syrienne. Donc tous ces groupes disposent de mallettes de communication données par l'OTAN, où ils ont en temps réel les images satellitaires de l'OTAN. Donc en temps réel, ils savent où se trouve l'armée arabe syrienne. Par contre, l'armée syrienne n'a pas de satellite, et l'armée syrienne ne sait pas où se trouvent les djihadistes. No se trata de una coordinación que implica órdenes directas que la OTAN daría a esos grupos. Funciona además les proporciona información, es decir, que esos yihadistas todos llevan con ellos mismos un equipo con el cual pueden acceder en tiempo real a las imágenes satelitales de las cuales dispone la OTAN, y eso obviamente les permite huir, no ser atrapados por el ejército del gobierno sirio. Al contrario, el gobierno sirio no dispone de satélites y él no sabe dónde están los yihadistas. Tout ce système a été profondément perturbé par l'intervention de l'armée russe à la demande